Vol retardé ou annulé entre l'Europe et les États-Unis. Edmond Maire, invité de notre journal. Syndicats et gouvernements durcissent leur position. Des enfants que l'on achète et que l'on vend, l'exemple de la Thaïlande. Bonsoir. La grève des contrôleurs aériens américains provoque maintenant des perturbations dans le monde entier. Au Canada, en Espagne, au Portugal, en Australie, en Grande-Bretagne et en France, le trafic aérien avec les États-Unis est désorganisé, que ce soit les contrôleurs aériens de ces pays qui boycottent les vols par solidarité avec les grévistes américains ou les compagnies qui les annulent tout simplement par mesure de sécurité. À Orly et à Roissy aujourd'hui, il n'était pas question d'interrompre les vols, mais les retards ont été très importants. À Londres, cependant, la majorité des vols transatlantiques ont été annulés. Les compagnies américaines ont agi de même, indique-t-on à l'aéroport. Le nombre des passagers bloqués à Heathrow a pris ce soir des proportions inquiétantes. Certains voyageurs vont passer là leur deuxième nuit. À Gatwick, second aéroport de Londres spécialisé dans le charter, la situation est identique. Une situation qui peut durer. Les contrôleurs britanniques ne définiront le soutien à apporter à leurs collègues américains que vendredi. Le mouvement se généralise et paralyse certains autres aéroports européens comme celui de Francfort. Tous les avions à destination des États-Unis sont, lorsqu'ils ont pu décoller, partis avec un retard énorme. Ce soir, des gestes de soutien naissent un peu partout. En Espagne, 2 avions américains n'ont pu décoller de Madrid. Les contrôleurs portugais annoncent un boycott du trafic à destination des États-Unis pour le dimanche 16 août. Quant à l'appui des contrôleurs canadiens, il semble s'estomper, mais les aéroports de Grande Air et Vancouver continuent leur mouvement, ce qui a pour conséquence de troubler considérablement les départs de Roissy et d'Orly à destination des États-Unis. Le vol qui part à 7 heures devait partir à midi. Et il y avait combien de vols prévus 4 vols. 4 vols, beaucoup de problèmes. Tous les passagers sont en port d'embarquement et attendent. Précisément aux États-Unis, au 9e jour de la grève, l'administration semble décider à licencier 12 000 contrôleurs. Les experts estiment déjà que plus de 20 mois seront nécessaires pour rétablir une situation normale sur les aéroports américains. Philippe Arroy. L'aéroport de Baltimore avec son groupe de grévistes, ils tiennent bon, bien que pour le gouvernement américain, il n'y a plus de grève ni de grévistes. Les 12 000 contrôleurs qui n'ont pas repris le travail ont été licenciés, et leur lettre de licenciement, voilà ce qu'ils en font, à la poubelle. Du côté des contrôleurs, on se dit encore prêt à négocier. Du côté du gouvernement, c'est non. La priorité est de former de nouveaux contrôleurs et de réaménager le trafic aérien qui sera perturbé pendant plusieurs mois. Donc, victoire du président Reagan. Mais tout est remis en question avec le mouvement de solidarité des contrôleurs canadiens, notamment du centre de Gander. Ils ne veulent plus guider les avions en direction des États-Unis. Sécurité oblige, disent-ils. Or, tous les vols européens passent par Gander. Conséquence, le trafic entre les États-Unis et l'Europe est fortement perturbé quand il n'est pas réduit à 0. Deuxième titre de l'actualité ce soir, la crise agricole et viticole en France. L'Italie et l'Espagne ont protesté contre les actions de ces derniers jours dans le Midi. Aujourd'hui encore, des agriculteurs ont déversé plusieurs tonnes de fruits et de légumes à Narbonne, au moment où se réunissaient à Paris les responsables de ces professions et des pouvoirs publics. Christian Marimono. Après les poires et les pêches, c'est le raisin qui connaît depuis quelques jours une forte mévente sur les marchés du Midi. Les importations italiennes et grecques ont provoqué l'effondrement des cours. Cette année, les prix sont descendus à moins de 30% de ceux pratiqués l'an passé. Les producteurs sont en colère. La vente de leur raisin permettait de financer les vendanges à venir. Oui, tous les marchés, que ce soit l'Hérault, le Gard, la Provence, ont des prix absolument catastrophiques. Et nous-mêmes, voyez-vous, nous avons aujourd'hui décidé de stopper le ramassage et le conditionnement. Même phénomène chez les producteurs de pêche. À la récolte très importante cette année, se sont ajoutées les importations des fruits moins chers en provenance de l'Espagne. Les cours ont là aussi accusé une forte baisse. La réunion de la cellule de gestion aujourd'hui au ministère de l'Agriculture n'a pas permis de régler tous les problèmes. Pendant près de 6 heures, producteurs et membres du ministère ont examiné fruits et légumes cas par cas. À la sortie, les professionnels étaient modérément satisfaits. Nous avons eu une satisfaction au niveau de la pêche, de la tomate, mais par contre il y a certains points comme sur la poire
Sur la pomme précoce et sur le raisin de table, nous avons été assez déçus, même je dirais sur la poire très déçus des décisions qui ont été prises et qui font l'objet actuellement, devant notre mécontentement, d'un arbitrage à Matignon entre le budget et l'agriculture. Vous êtes optimiste ? Je pense que si on a un résultat positif sur la poire avec les revendications des agriculteurs, je pense qu'on peut être relativement optimiste pour l'avenir, sachant que ça permettra un peu de calmer les esprits dans le Midi qui sont relativement échauffés à cause du manque de revenus très important cette année dû aux productions d'été. Demain, le ministre apportera une réponse aux différents points litigieux. Il devra redéfinir les orientations en faveur d'un véritable marché des fruits et légumes et dans un esprit communautaire. Sur le terrain, la mobilisation est générale, mais la crise est périodique, plus accentuée cette année, en raison d'une récolte simultanée dans plusieurs pays européens sur un marché tendu, car la demande est restée très faible. Jacques Delors a démenti encore aujourd'hui la perspective d'une dévaluation du franc. Dans une interview à l'hebdomadaire La Vie, le ministre de l'économie et des finances critique l'égocentrisme des Américains et il souligne que la situation actuelle rappelle les prémices de la crise de 1929. Le dollar a un petit peu baissé aujourd'hui à Paris, 6 francs 16 contre 6 francs 18 hier. Avec nous sur ce plateau, Edmond Maire, le secrétaire général de la CFDT, qui a déjeuné aujourd'hui avec le Premier ministre Pierre Mauroy. C'est donc l'occasion pour nous, Monsieur Maire, de vous demander aujourd'hui de faire le bilan de ces 3 premiers mois de gouvernement Mauroy, positif ou négatif? Eh bien, d'un mot. Eh bien, positif d'un mot positif, et même tout à fait positif concernant les libertés publiques. Ce gouvernement y est particulièrement préparé, le Parti socialiste aussi par sa tradition, et c'est avec même, on peut dire, un certain enthousiasme qu'on a vu l'Assemblée nationale se saisir des grands sujets, sécurité, liberté, la loi de décentralisation. Mais justement, la première chose que, comme syndicaliste, je voulais dire au Premier ministre, c'est que il était maintenant important, dans la deuxième phase, au retour des vacances, que l'autre aspect des libertés, non plus les libertés publiques, mais les libertés dans l'entreprise, apparaissent avec force. Il faut que, après 1968, qui a vu reconnaître la section syndicale d'entreprise, on en vienne à une loi pour obliger à négocier dans l'entreprise les salaires réels, la formation professionnelle, les conditions de travail. Monsieur Maire, vous êtes le meilleur supporter de Pierre Mauroy aujourd'hui, le meilleur allié. Ah bien, écoutez, ce n'est pas une question d'alliance en soi, c'est une question d'accord sur une politique. Et effectivement, il nous a semblé que le Premier ministre était d'accord pour que apparaisse bien l'autre volet économique et social. Les libertés de l'entreprise, si vous voulez, c'est aussi que la sécurité sociale soit redonnée aux travailleurs et que donc il y ait des élections sécurité sociale conjointes avec les élections prud'hommes. Que dans la décentralisation régionale, on fasse la place aux comités locaux de l'emploi, aux comités économiques et sociaux régionaux. C'est-à-dire qu'au fond, le grand mouvement de liberté, le souffle qui passe dans ce pays, soit bien sûr sur les grands sujets historiques de la gauche, les libertés d'expression et d'opinion, mais aussi le changement de la vie au travail. Bon, mais tout de même, j'ai noté entre vous et le gouvernement une petite dissension à propos du nucléaire. Dans le fond, vous souhaiteriez que le gouvernement aille plus loin qu'il ne le fait. Bien, on souhaiterait, si vous voulez, que sur le nucléaire, le gouvernement applique réellement sa proposition de priorité à l'emploi. Nous considérons aujourd'hui qu'on fait assez de nucléaire. On en fait assez avec ce qui est aujourd'hui en route pour la consommation d'électricité en France en l'an 2000. Et que donc, construire d'autres centrales nucléaires encore en plus, c'est gaspiller de l'argent. Cet argent, il faut le mettre à l'économie d'énergie qui va créer des emplois. Et là, vous vous opposez à la CGT, qui, elle, voudrait qu'on poursuive les travaux. Oui, il y a une différence de fond là-dessus avec nos camarades de la CGT, qui non pas seulement qu'on veut qu'on poursuive les travaux, nous aussi on veut que soit mise en route ce qu'il faut comme centrale nucléaire, mais elle voudrait qu'on continue à développer le nucléaire selon la politique du gouvernement Barre. Eh bien nous, non, nous croyons que l'arrivée d'un gouvernement socialiste au pouvoir, socialiste et communiste, mais la volonté des Français, c'est bien que la raison domine dans ce domaine, et qu'au lieu d'appliquer la politique du gouvernement Barre, on regarde ce qu'il faut faire comme nucléaire, mais pas plus, pas au-delà, que le reste de notre argent, on le mette bien aux priorités d'emploi, c'est-à-dire d'abord aux économies d'énergie. Vous savez que M. Segui, hier, a souhaité que les relations soient meilleures entre la CGT et vous-même. Eh bien, j'espère vivement que, dans ce cas, l'attitude générale de la CGT va correspondre à ce souhait. Et dans les autres cas, parce que, dans le fond, pour un grand nombre de sujets économiques et sociaux, vous êtes actuellement en désaccord avec la CGT. Est-ce que vous pensez que les premières semaines les semaines qui suivent vont vous rapprocher? C'est pas toujours exactement le cas. Je crois surtout qu'avec tout ce qu'elle a vécu ces derniers mois, la CGT qui a, subi un certain nombre de difficultés,
souhaite plutôt rester un peu sur elle-même, si vous voulez, et ne répond pas toujours aux propositions de discussion que nous lui faisons. Mais nous espérons que la CGT, comme d'ailleurs les autres organisations, vont se rapprocher au moins sur des dossiers concrets, le problème de la retraite, le problème des nationalisations, pourquoi pas, de la durée du travail, pour que les changements qui vont être réalisés soient bien le fait de tout le mouvement syndical. Je crois que vraiment la CFDT, si elle a un point fixe maintenant, c'est d'améliorer les relations intersyndicales. Et on espère que ce sera le cas dans les mois à venir. Dernière question, Monsieur Maire, sur un tout autre domaine, la Pologne, puisque nous allons en parler dans un instant. Est-ce que vous êtes très inquiet de la situation actuellement à Varsovie? Vous savez, nous sommes en relation toujours avec nos camarades de Solidarité. Nous avions encore un camarade qui en revient ces derniers jours. Et l'inquiétude là, c'est que le peuple maintenant est exaspéré devant l'absence de solution, devant la famine, devant la disette, devant le fait que rien ne se passe. Et les problèmes qui sont posés aux responsables de Solidarité sont extrêmement importants. Il faut à la fois qu'ils tentent de faire accepter au peuple, je dirais, d'attendre un peu, de trouver, mais il faut aussi qu'ils trouvent des solutions. Et de ce point de vue, je crois que dans les jours prochains, à nouveau, on est devant une phase délicate dont nous espérons bien que finalement la raison l'emportera. À Varsovie, précisément, s'est ouvert aujourd'hui le plénum du comité central du Parti ouvrier unifié polonais et au même moment, à Gdansk, se réunissait le syndicat Solidarité. Une fois de plus, le ton se durcit entre le gouvernement et les amis de Lech Walesa. Philippe Gasson. C'est M. Kania qui a ouvert ce matin le plénum du comité central. Malade vendredi dernier, sans qu'aucune information officielle n'apporte de précision sur son état de santé, le voici semble-t-il en pleine forme, évoluant comme à son habitude entre le libéralisme et la fermeté. Comme il le dit lui-même, ni à gauche ni à droite, mais droit devant. Il a parlé de mobiliser toutes les forces afin de freiner d'urgence le processus de l'aggravation de la situation. Plus convaincu, il a ajouté qu'il faut que les rues polonaises soient de nouveau calmes, car la logique du développement de la situation peut mener à une tragédie. Le gouvernement réuni hier à Varsovie s'est déclaré, comme on pouvait s'y attendre, favorable à l'entente sociale et aussi précisé que tout serait fait pour améliorer l'approvisionnement de la population. Puis est venue la menace du général Jaruzelski, une lutte sévère serait livrée contre les forces qui aspirent à saper l'État. Un éventuel recours à la force à peine dissimulé, tandis que des exercices militaires ont toujours lieu en Pologne entre unités polonaises, tchécoslovaques et soviétiques. Et à propos de l'aide française à la Pologne, 60 000 tonnes de céréales ont déjà été embarquées à Rouen. Le metteur en scène polonais Andrzej Wajda sera demain l'invité de notre journal d'Antenne de Midi. Il est à Paris pour présenter L'Homme de Fer, qui avait obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Mais il est également le président du syndicat Solidarité des artistes, et c'est à ce titre que Jean Offredo l'a interviewé. Comment voyez-vous la situation actuelle en Pologne? To jest pytanie, na które trudno jest odpowiedzieć jednym zdaniem, jak pan sobie zdaje sprawę. Ale myślę, że po prostu to, co się dzieje w Polsce, jest pewnym procesem, który się powtarza. Już tylekrotnie się powtarza, że myślę, że możemy uznać, że ta powtarzalność jest czymś naturalnym. Myślę zresztą, że wszystko to, co pisze prasa tutejsza, trzeba zawsze przez dwa podzielić. To znaczy, że sytuacja w Polsce jest co najmniej o połowę mniej niebezpieczna i co najmniej o połowę spokojniejsza niż tak, jak ona wygląda w oczach prasy francuskiej. Actuellement, beaucoup de Polonais émigrent. Alors, est-ce que c'est un signe d'une nouvelle émigration? Nie, ja myślę po prostu, że wyjeżdżają ludzie, którzy mają słabsze nerwy i którzy mają dzieci, które uważają, że powinni uratować przed czymś, co się może w Polsce wydarzyć. Ale po pierwsze, wydaje mi się, że w Polsce się nic takiego nie może wydarzyć. Jestem głęboko przekonany, że nie stanie się nic złego. Po drugie, uważam, że wyjeżdżają po prostu ludzie słabi. Część młodzieży, zwłaszcza smutno mi jest patrzeć, kiedy widzę w telewizji, że siedzi jakaś młodzież. Myślę, że to jest młodzież źle wychowana przez nas, że to jest młodzież, która nie dostała patriotycznego wykształcenia. Powinni wszyscy zostać w Polsce, dlatego że po pierwsze powinni wierzyć, że to, co się dzieje w Polsce, zależy od nas samych. Jeżeli my nie będziemy przy tym obecni, to kto może te problemy rozwiązać? Także patrzę na to z niesmakiem. Est-ce que vous pensez que L'Homme de Fer que vous venez présenter à Paris est un film très actuel? Tak, to prawda, no tak, dlatego staraliśmy się zrobić ten film jak najszybciej, żeby mógł jak najprędzej pokazać się na ekranach. Najbardziej cieszę się z tego, że ten film właśnie w tej chwili wszedł na ekrany w Warszawie i w Polsce całej, że wszedł w wielu kinach.
dalej, że idzie dobrze, a nawet porozumiewałem się z moimi przyjaciółmi, z dystrybutorami, mówią, że jest to film, który rekordowo dobrze idzie w Polsce, pomimo tego, że to nie jest lato w tej chwili, to nie jest pora chodzenia do kina. Także cieszę się, że ten film mógł się spotkać z dużą widownią w Polsce bez żadnych ograniczeń. A pan nie miał żadnego problemu z cenzurą? Wie pan, nie, dlatego że co cenzura mogła wyciąć z tego filmu? Ten film, jeżeli spojrzeć z jednej strony, jest całkowicie cenzuralny. Jeżeli spojrzeć z drugiej strony, jest całkowicie niecenzuralny. W związku z tym, cóż by mogła tutaj cenzura przy tym filmie zrobić? Nic. Jean-Paul II devrait quitter l'hôpital jeudi. Les médecins estiment que le pape est très proche de la guérison complète. À la veille du retour du dernier groupe de résidents français en Iran, un message de M. Rajai à François Mitterrand aggrave la tension entre la France et l'Iran. Le président iranien accuse le président français de mensonge. Vous donnez, lui dit-il, une aide militaire à l'Irak en lui envoyant des mirages et en même temps vous me souhaitez le succès. Il y a là certainement un mensonge. Mais ce soir, un porte-parole de M. Rajai précise bien que ce message n'affectera pas le rapatriement des Français. Relation France-Namibie, un communiqué de l'Élysée précise ce soir que la France n'a d'autre préoccupation que d'arriver à une application urgente et intégrale de la résolution 435 de l'ONU pour favoriser l'indépendance de la Namibie. Suite des réactions à la décision américaine de fabriquer la bombe à neutrons, une manifestation aujourd'hui aux Pays-Bas, à La Haye, devant l'ambassade des États-Unis. Et puis de son côté, la presse soviétique dit clairement que l'URSS ripostera à la fabrication de cette bombe. Par ailleurs, le secrétaire américain de la Défense, M. Weinberger, a précisé que la bombe à neutrons était déjà en cours de production et qu'elle pourrait, en quelques heures, être mise à la disposition de troupes en Europe. À Genève, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies étudie l'esclavage dans le monde. Une réalité qui regroupe la prostitution, l'apartheid, le travail des enfants et même la vente des enfants. Martine Laroche-Joubert a assisté à ce genre de tractation en Thaïlande qui s'appelle la prostitution et voici son reportage. Des maisons closes, des bordels d'enfants de 8 à 14 ans comme celui-ci, il y en a des dizaines dans les rues de Bangkok. La Thaïlande, un pays où la prostitution est illégale, mais où les touristes européens se précipitent, moins pour admirer les temples que pour jouir des charmes équivoques de la vie nocturne. Alors, la police ferme les yeux. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Le matin, je me lève vers 8 heures. Je vais faire quelques courses jusqu'à 11 heures. Je fais la cuisine, on déjeune. Et puis l'après-midi, je dors. Je travaille toute la nuit. C'est tous les jours la même chose. Les enfants viennent du nord du pays, des régions les plus pauvres, où chaque petite ville a son petit bordel. Des petites filles de 10, 11 ans travaillent ici. Elles sont recrutées par la propriétaire dans les villages des alentours. Sur un grand registre, elle tient ses comptes. Les noms des petites filles, leur adresse et surtout leur prix. C'est-à-dire la somme d'argent qu'elle a versée aux parents pour les acheter. Le prix varie selon l'âge et la beauté. Plus elles sont jeunes, plus les marchandages avec les parents sont serrés. Que penses-tu de ton travail? Est-ce que tu aimes ça? Non, elle n'aime pas ça. Combien d'hommes vois-tu par jour? Chaque jour, elle voit environ 9 ou 10 hommes. Combien d'argent reçois-tu par mois? Elle dit qu'elle gagne 5 à 600 francs par mois. Elle en donne la moitié à la propriétaire, la moitié à ses parents. Est-ce que tu veux te marier un jour et avoir des enfants? Non, elle ne veut pas. Et pourquoi ne veut-elle pas se marier et avoir des enfants un jour? Elle dit qu'elle est trop jeune pour penser à ça. Nous avons accompagné Sungwen dans son village, voir ses parents, pour tenter de comprendre pourquoi elle travaillait dans un bordel, pourquoi il l'avait vendue.
La réponse est simple. Une famille de 8 enfants, dont 5 filles, 100 francs par mois pour vivre. Des conditions économiques difficiles, des touristes sans scrupules. Résultat, un quart des enfants thaïlandais de 10 à 14 ans travaillent, les plus réussis dans les bordels, les autres à l'usine. Les pays de l'OPEP se réuniront le 19 août à Genève. Précisément aujourd'hui, les pays en développement protestent contre le pétrole trop cher. À la conférence de Nairobi organisée par l'ONU, ils ont également réfléchi aux énergies nouvelles et à l'aide possible de l'Occident. La France participe à plusieurs expériences d'énergie nouvelle dans le tiers-monde, comme au Mali avec l'installation d'une usine nucléaire. L'irrigation, ce sera le rôle principal de la centrale solaire de Diré, dont les travaux sont en train de se terminer. C'est avant tout une pompe à eau qui se fournira directement dans le fleuve Niger grâce à un canal. Le débit moyen journalier sera d'environ 8500 mètres cubes et servira à irriguer 100 hectares de terre où sera planté essentiellement du blé. Cette centrale est de type thermodynamique à capteur solaire. Dans les 3500 mètres carrés de capteurs, l'énergie solaire est d'abord transformée en énergie thermique. Dans un deuxième temps, celle-ci est transformée en énergie mécanique grâce à des moteurs spéciaux et permet donc d'actionner une pompe et un alternateur pour la production d'électricité. Oui, il s'agissait bien sûr d'une usine solaire. À l'occasion des fêtes du 15 août, le président François Mitterrand s'apprête à accorder de nouvelles mesures de grâce et cette fois-ci, elles concerneraient les femmes détenues. Alors Claude Thirion, pourquoi les femmes? Pour répondre à votre question et en l'absence de toute explication de la présidence de la République, il convient sans doute de préciser d'abord plusieurs choses. Sur un total actuel de près de 36 000 personnes emprisonnées, il y a très peu de femmes, 1284 très exactement aujourd'hui, dont environ 700 prévenues et 500 personnes qui ont été condamnées. Celles-ci, ces personnes condamnées, sont pour la plupart à la prison de Rennes. Et plus de 50% des femmes condamnées l'ont été pour des peines inférieures à 3 ans. Elles seraient donc touchées par cette mesure de grâce qui irait jusqu'à 2 ans de rémission. En dehors des crimes de sang, ce sont surtout des délits de vol ou d'escroquerie pour lesquels ces femmes sont emprisonnées. La grâce présidentielle qui est exercée pour la 3e fois par M. François Mitterrand depuis son élection, la première fut pour commuer la peine de mort de Philippe Maurice, la seconde c'était lors du 14 juillet, serait donc effective le 15 août. Alors d'aucuns ne manqueront peut-être pas de relever que cette date est une fête religieuse, la fête de Marie, et qu'il y a quelques coïncidences laïques étonnantes dans ce choix de ce jour pour une remise en liberté de femmes. Et puis j'ajouterais que la présence des femmes en prison, celles qui ont commis donc des délits mineurs, entraîne des conséquences familiales graves et notamment pour les enfants. Les éducateurs l'ont souvent souligné. Cet argument n'est sans doute pas étranger à la nouvelle décision de grâce de M. Mitterrand qui n'a pas de précédent depuis le début de la Ve République. Polémique autour du service militaire. Le 2 août dernier, Charles Hernu, le ministre de la Défense, avait déclaré que l'idée d'un service national de 6 mois était abandonnée. Eh bien, ce n'est pas l'avis du président socialiste de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale. Louis Darinaud considère, lui, que le service de 6 mois reste un objectif. C'était le 13 juillet 1981, dans toute la France, la présentation de l'armée au public. Dans l'élan du 10 mai, ces manifestations n'avaient pas le même sens que dans le passé. Un conscrit reste un conscrit, mais pour la jeunesse qui avait joué un rôle majeur dans le succès socialiste, les lendemains qui chantent se résumaient parfois en une formule magique. Réduction du service militaire à 6 mois, une mesure prévue par le programme socialiste. En déclarant le 2 août à Papeete que l'idée du service militaire à 6 mois devait être abandonnée, Charles Hernu a donc pris le risque de décevoir. Mais aujourd'hui, Louis Darinaud, président de la Commission de défense nationale, vient de déclarer que la réduction à 6 mois restait un objectif. L'objectif service militaire 6 mois n'était pas abandonné par les socialistes parce que j'ai, comme vous, eu tout à fait conscience, en entendant cette déclaration qui a été très probablement résumée d'ailleurs, ce qui est logique, eh bien j'ai eu conscience de la déception que pouvaient éprouver les jeunes qui avaient fait confiance au Parti socialiste et c'est inscrit dans le Parti socialiste le service militaire à 6 mois. Et donc, de ce fait-là, il ne s'agit pas pour nous de renoncer à l'étude et à la recherche. Alors, hier, vous faites une déclaration, je ne dirais pas contradictoire, mais différente de celle du ministre sur les questions du service militaire. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le double langage que vous reprochez à vos adversaires politiques? Non, dans chaque cas, je rappelle le langage tenu par les socialistes avant
et le langage qu'ils doivent tenir après. Mais avec cette mesure qu'il y a les nécessités gouvernementales dont j'ai conscience et que j'ai pour devoir d'expliquer au niveau de ma circonscription comme au niveau national, et que là, il y a peut-être des difficultés d'interprétation que nous devons éclaircir très rapidement. La possibilité d'accorder le droit de vote aux immigrés pour les élections municipales suscite toujours des réactions très diverses. Après l'approbation de la CFDT, c'est aujourd'hui l'hostilité du RPR. Le RPR souligne que les étrangers doivent, en droit français, s'abstenir de toute activité politique. Une grande dame du théâtre français, Valentine Tessier, s'est éteinte la nuit dernière à Paris. Elle venait de fêter ses 89 ans, amie de Louis Jouvet, de Jacques Copeau, elle fut de l'aventure du Vieux Colombier. Elle a été l'interprète de tous les grands auteurs, Dostoïevski, Giraudoux, et puis au cinéma, elle avait été une remarquable Madame Bovary sous la direction de Jean Renoir. Madame Tessier accordait très peu d'interviews. La dernière, c'était il y a 4 mois à Antenne. Le cinéma est une très bonne école pour le comédien de théâtre. Parce qu'on apprend à réduire son jeu. C'est très important. Ne pensez-vous pas que vous avez eu une magnifique carrière? Je suis obligée de le penser parce que tous mes amis me le disent. Alors, bien sûr, et j'ai eu la chance de jouer et d'être avec des hommes de qualité, de jouer de grandes pièces, bien sûr. Mais je n'aimais pas les autres. Les autres, je n'aurais pas joué. C'était mon destin, ma vocation. 9 millions de francs, c'est le prêt payé par le centre Georges Pompidou pour acquérir un tableau de Braque, L'homme à la guitare. Ce tableau était la propriété d'un groupe suisse spécialisé dans l'investissement artistique. Louis Doucet a demandé au conservateur en chef du centre Pompidou pourquoi ce tableau avait atteint une telle somme. Voilà donc ce tableau dont on parle tant. Mais je crois que tout part du fait que payer 1 800 000 en 1965, il vient d'être vendu 9 millions il y a maintenant. Ça surprend un peu. Eh bien, c'est un tableau qui a été donc effectivement vendu à la vente Lefebvre en 1965 pour la somme que vous indiquiez, somme qui d'ailleurs correspond aujourd'hui à peu près à 5 millions de francs. Mais il faut bien dire que la situation a changé. Au moment de la vente Lefebvre, vente qui d'ailleurs suivait une donation de la collection Lefebvre très importante et dont le musée a largement bénéficié, et vente à laquelle l'État avait acheté un certain nombre d'œuvres. À ce moment-là, ce tableau avait fait la plus grosse enchère. Et l'État n'avait pas pu l'acquérir. Il y avait une enveloppe limitée. Il y avait une enveloppe limitée et on avait préféré choisir un certain nombre de pièces importantes, certes, mais qui n'avaient pas ce caractère exceptionnel de ce tableau. Ce tableau qui, je crois, peut être considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de l'art du XXe siècle et de l'art français du XXe siècle, qui vient conclure le cubisme de Braque. Mais tout de même, 9 millions, c'est une grosse somme. Oui, c'est une grosse somme. C'est un problème, si vous voulez, qui se posait à nous, qui a été, comme vous le savez, résolu d'ailleurs en fractionnant la somme et en faisant appel à des concours privés, ce qui est assez rare. Et je dois dire que c'est un peu un problème de responsabilité nationale devant la fuite des biens publics à l'étranger. C'est un problème que d'autres pays d'ailleurs affrontent assez fréquemment, aussi fréquemment que nous, et parfois en faisant appel à la conscience publique davantage. Je pense par exemple à l'Angleterre où l'on fait des souscriptions publiques pour ce genre de tableau. 8 jeunes pyromanes qui avaient déclenché des débuts d'incendie dans la région d'Aix ont été interpellés par la gendarmerie. Ce sont des adolescents de 13 à 16 ans. Les incendies de forêt sont justement le thème du débat des dossiers de l'écran ce soir, après ce journal. En revanche, à Fort-de-France, des pluies diluviennes et des inondations passent en ce moment en raison de la tempête tropicale Denis. L'eau a atteint 1 mètre par endroit dans les rues de la ville qui sont transformées en rivières. Le temps demain avec Laurent Boussier qui vient de rejoindre l'équipe de Laurent Bromède et d'Alain Gillot-Pétré. Eh bien, à l'inverse de la Martinique et de la Guadeloupe, le temps demain sera beau, car celui que nous attendions tous est de retour parmi nous. C'est l'anticyclone des Açores. Avant de voir le temps prévu, regardons tout d'abord les températures qui ont été relevées à 14 heures par la météorologie nationale, des températures qui s'échelonnent de 16 degrés à Reims, Nancy et Strasbourg jusqu'à 26 et 27 degrés dans le sud. Vous voyez des températures donc légèrement supérieures à celles que nous avons connues ces 3 derniers jours.
Pour demain, eh bien, un temps sur les régions de l'extrême est, Vosges, Alpes et Corse, nuageux encore avec des pluies qui seront localement des averses et même des orages. Sur le reste du pays, c'est le grand beau temps avec du ciel bleu, du soleil, des nuages et des températures légèrement en hausse, malgré les vents du nord qui souffleront de manière modérée. Attention, le Mistral et la Tramontane ne faibliront pas. Ces températures, eh bien, regardons celles qui sont prévues pour demain, avec des minima qui vont de 11 à 17 degrés, et des maxima de 21, à 27. Notre calendrier, enfin, pour finir. Demain, c'est la Sainte Clarisse et le soleil se lève à 6h40. Le dernier journal vous sera présenté par Jacques Merlino vers 23h25. Et je vous rappelle qu'Andrei Vajda sera notre invité demain dans Antenne de Midi. Merci de votre attention. Bonsoir.